Yves Bourdillon, bonsoir. Avant d'aborder les grands thèmes de ce mardi du Quai Voltaire, vous êtes de la promotion Paris-Grignon 79. Pourriez-vous nous expliquer votre parcours professionnel? Oh, très simplement, à l'agro, je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait pour être un ingénieur agronome, donc j'ai obliqué vers Sciences Po Paris. Et en sortant de Sciences Po Paris, j'avais le virus du journalisme qui s'était emparé de moi. Donc j'ai trouvé un travail dans une agence de presse Agra Europe, où j'ai appris le métier pendant quelques années, avant ensuite brièvement monter ma propre agence de presse et puis d'atterrir aux Échos en 1996, où je suis depuis lors journaliste en charge de l'ex-URSS, auquel on a rajouté le Proche-Orient et l'Amérique latine. Donc je m'occupe d'une soixantaine de pays pour le compte du quotidien Les Échos, où je couvre l'actualité politique, économique et sociale. Je vous propose maintenant d'aborder le premier thème de votre conférence de ce soir, qui était les conflits de territoire. Qu'entendez-vous par ces termes? Eh bien, c'est un élément dans lequel il faut distinguer entre les guerres de conquête qui sont passées de mode et où aujourd'hui on constate une situation où il y a un nombre assez réduit de conflits, une dizaine, dans essentiellement des pays Proche-Orient, Asie ou Afrique, et puis qui font finalement assez peu de morts. C'est des conflits qui sont sous contrôle. À part le conflit syrien, ils font généralement 1500 à 2000 morts. C'est toujours 1500 de trop, mais à l'aune de ce que l'on a connu dans les années 80, 90 ou avant, c'est assez limité. Donc la planète est dans une situation relativement calme sur le plan strictement militaire. Cela dit, il y a quand même des zones où ça pourrait se dégrader très rapidement à tout moment. Nous avons notamment tout ce qui tourne autour de la Syrie, Israël vis-à-vis des territoires palestiniens, l'Iran lui-même est un peu impliqué dans tout cela, la déstabilisation du Liban et de la Jordanie. Donc ça c'est un premier point assez dangereux à surveiller. Et puis il y a aussi tout un tas de régions du monde où des grandes armées se regardent en chaîne de faïence, que ce soit l'Inde et le Pakistan au Cachemire, la guerre la plus haute du monde, puisque la ligne de démarcation passe par un glacier à 5000 mètres d'altitude, et puis aussi tout ce qui tourne autour des ambitions chinoises en mer de Chine, où ils revendiquent des îles qui sont aussi revendiquées par les Japonais, par les Vietnamiens, par les Philippins, avec donc des escarmouches, des postures qui peuvent déraper, puisque de temps en temps un navire chinois percute un navire japonais, il y a des blessés, il y a des gens qu'on arrête, et ça donne lieu à des manifestations qui peuvent être violentes en Chine contre les intérêts japonais. Donc là aussi c'est un point à surveiller pour les temps qui viennent. L'autre point sensible, c'est évidemment le Proche-Orient, où nous avons des risques de déstabilisation quasi généralisés, liés plus ou moins au conflit syrien, donc qui essaye d'exporter sa déstabilisation au Liban et en Jordanie. Parallèlement, Israël est en train de taper le Hamas qui possède des missiles assez dangereux pour lui. Et nous avons une négociation de cessez-le-feu assez délicate. Donc ça fait deux foyers conflictuels possibles, avec en plus l'Iran qui est en arrière-plan, puisque l'Iran a absolument besoin que Bachar al-Assad se maintienne au pouvoir, puisque c'est son ultime allié dans la région. Et nous avons donc la problématique d'une confrontation possible entre l'Iran et Israël, puisque vous savez que l'Iran veut se doter probablement d'une arme nucléaire, ou du moins d'être ce qu'on appelle un pays du seuil, capable d'acquérir une arme nucléaire en 2 ou 3 mois, et chose que Israël ne peut absolument pas accepter, ni non plus d'ailleurs les autres grands pays de la région, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou l'Égypte. Donc nous avons là toute une configuration qui est assez dangereuse, mais qui peut aussi, si ça se trouve, rester sous contrôle, puisque tous ces pays-là n'ont pas intérêt à aller trop loin. Un conflit serait désastreux pour tout le monde. Alors en deuxième partie de votre conférence, vous avez abordé le thème de la compétition économique. Qu'entendez-vous par ces termes? La capacité à générer une certaine prospérité est un élément à peu près aussi important que la sécurité des territoires dont nous parlions tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, nous assistons en ce moment à une compétition entre pays pour l'accès aux ressources, essentiellement les matières premières clés, que peuvent être les terres rares, dont les Chinois ont un quasi-monopole mondial pour des raisons environnementales, et puis surtout le pétrole, l'énergie clé des économies contemporaines, pour lesquelles les différents États essayent de s'approvisionner, de sécuriser leur approvisionnement par des alliances avec, ou des interventions militaires, comme les Américains l'ont fait en Irak en 2003 pour installer un régime qui serait facile à contrôler, on va dire.
Donc on voit des tensions liées à cela en ce moment, avec notamment des pays qui essayent de construire des pipelines à travers des territoires amis pour sécuriser leur approvisionnement en hydrocarbures. Ça, c'est le premier point de la compétition économique. Et il y a un deuxième point qui est le contrôle des mers, des voies navigables, puisque nous avons des détroits comme le détroit d'Ormuz ou le détroit de Malacca en Asie, par où transite une part substantielle du commerce mondial. Donc les grandes puissances essayent de contrôler ces mers pour assurer une liberté de navigation tout à fait cruciale pour eux. Donc les Chinois, notamment dans le détroit de Malacca, par où transite presque tout leur commerce extérieur. Alors le dernier thème abordé au cours de votre conférence était la compétition en termes de statut. Premièrement, pouvez-vous nous définir ce que vous entendez par le terme statut? Et deuxièmement, ce qu'il y a derrière cette fameuse compétition? Le statut, je fais allusion à la capacité de puissance et d'influence, c'est-à-dire la capacité d'une nation à avoir un rang qui fait qu'on la respecte ou qu'on la craint dans le monde entier et qu'elle défend ainsi ses intérêts. Actuellement, on peut dire qu'il y a deux grands ensembles de groupes de nations. Il y a d'une part la Chine, qui est une puissance qui s'affirme avec sa croissance économique fabuleuse. Elle est la deuxième économie mondiale, elle est le premier partenaire commercial de la plupart des grandes puissances, États-Unis, Brésil, Russie, Japon. Et donc elle a une stratégie de puissance, mais qui pour l'instant ne passe pas par le militaire, dans lequel elle n'a pas de capacité opérationnelle visible. Aucun soldat chinois n'a fait le coup de feu, n'est aguerri depuis 30 ans. Et en revanche, elle s'affirme très massivement de par son influence économique. Alors ça, c'est la stratégie chinoise, qui touche des limites, puisqu'à force d'avoir un modèle économique tourné vers l'excédent commercial, elle s'expose à des rétorsions, à des protestations, à des montées de protectionnisme. Et puis aussi, quand on accumule des excédents commerciaux, paradoxalement, on se tire un peu une balle dans le pied, parce qu'on est assis sur des réserves de devises qui sont fragiles si jamais vos partenaires un jour ont des difficultés financières. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a le deuxième bloc, qui est le bloc occidental en plein doute, avec d'une part l'Union européenne qui croule sous une dette publique et qui va sans doute plomber notre conjoncture pendant longtemps, comme ça a été le cas au Japon pendant 20 ans. Et à côté de ça, une puissance américaine qui a été confrontée au même problème avec la crise des subprimes, mais qui semble pouvoir rebondir en ce moment, sous réserve que les différentes mesures qui ont été lancées, ce qu'on appelle le quantitative easing, une émission de masse monétaire massive, ne se traduisent pas par de nouvelles bulles ou de l'inflation. Donc la question se pose quand même, mais en tout état de cause, les États-Unis ont une capacité de puissance diplomatique et militaire sans équivalent au monde, puisque je vous rappelle que les dépenses américaines sont 45% du total mondial de l'armement, 6 fois plus que celles de leur dauphin chinois. Quant à l'Europe, on peut espérer qu'elle saura trouver une solution à une situation où elle ne peut plus continuer à s'endetter parce que les niveaux de dette publique sont proches de 100% du revenu annuel, un niveau où historiquement, généralement, la banqueroute menace. Elle ne peut pas baisser rapidement ses dépenses publiques parce que ça provoque des drames sociaux. Et elle ne peut pas non plus augmenter ses impôts puisque on est à des niveaux déjà très élevés de taxation et de toute façon, quand on augmente les impôts, ça pèse sur la conjoncture, puisque les gens, l'argent qu'ils payent en impôts, du coup, ils ne le dépensent plus. Donc l'Europe est dans une situation assez délicate, dont on espère qu'elle se sortira, mais je ne vois pas comment ça pourra bien tourner dans les 2 ou 3 ans qui viennent.